Il est temps d'essayer de montrer comment marche la méthode de Newton dans un contexte, mais je vais reprendre, je vais faire un tout petit pas de côté et ne pas me mettre dans un corps, etc., mais juste essayer de comprendre comment on peut faire marcher la méthode de Newton dans un anneau. Hein, c'est-à-dire, par exemple, vous savez qu'il y a une racine de moins 1 modulo 5. Je pense. Mais si vous vouliez une racine de moins 1 modulo 125 ou modulo 625, qu'est-ce que vous feriez? Hein, plus généralement, A c'est un anneau, I ça va être un idéal de A, P c'est un polynôme dans A crochet T, et puis vous avez un truc du genre P de A égale P de A est dans I. Et est-ce que vous pouvez trouver X tel que P de X est dans I carré, ou I3, ou I ça. On peut donner un exemple. Hein. Vous prenez un corps K, vous prenez comme anneau, vous prenez A, une matrice n croix n à coefficient dans K, vous prenez A, non pas A, elle va s'appeler M la matrice, vous prenez A, l'anneau engendré par K de M, engendré par M à l'intérieur. Donc cet anneau-là, on va le prendre commutatif parce que est unitaire et blablabla. Vous prenez cet anneau-là, qui est un anneau commutatif, c'est l'anneau engendré, et vous prenez à l'intérieur de ça, vous prenez les matrices nilpotentes. Et vous prenez comme polynôme P la partie sans facteur carré du polynôme caractéristique de M. Quand vous résolvez ça, vous trouvez une matrice qui est une matrice un polynôme en M, dont, enfin, si vous avez à le résoudre, si vous, c'est ça, si vous résolvez ça, vous trouvez une matrice, peut-être vous trouvez une matrice D telle que, il y a beaucoup de P, telle que P de D, donc D va être dans K de M, et vous demandez que P de D soit nilpotente, mais si je veux plutôt que P de D soit dans I2, ou alors P de D dans le carré des matrices nilpotentes au carré, ou si je commence, je peux faire le carré des matrices nilpotentes, donc à la fin, ça va faire P de D égale 0. Et ça dit que la matrice D est annulée par un polynôme scindé à racine simple, si les choses sont bien, si le corps est parfait, par exemple. Et donc, elle est diagonalisable ou semi-simple, suivant la situation. Donc, quand vous avez fait ça et que vous avez résolu cette équation, vous avez fabriqué dans des polynômes en M une matrice qui est diagonalisable. Et si vous vous débrouillez bien, la matrice D, elle va être égale à la matrice dont on peut partir, la matrice M, par exemple, modulo une matrice nilpotente. Autrement dit, vous avez démontré la décomposition de Dunford en appliquant la méthode de Newton. Et ça, c'est ce que fait Chevalet en 1950, vers 1950, dans son livre sur la théorie des groupes de Lie. Donc là, si on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On considère qu'on va écrire X sur la forme A plus U. On va résoudre ce truc-là. On va le résoudre on va prendre U dans I. Et on va essayer de dire que P de X est un peu mieux. Et donc, normalement, on dit quoi? On dit que P de X, c'est P de A plus U P' de A plus U carré fois quelque chose. Tout ça parce que je peux écrire n'importe quel polynôme. Je peux écrire P de A plus T comme sous la forme P de A plus T P' de A plus T carré fois un autre polynôme Q. Donc là, c'est plus U2 fois B, disons. Et vous vous débrouillez pour choisir U, pour
pour que P de A plus UP' de A égale 0. Et donc typiquement, si vous savez que P' de A est inversible, ben on pose U égale moins P de A sur P' de A. Et si P de A était dans, I, U, ça c'est dans I, et à ce moment-là, vous avez P de X et dans I carré. Et si vous recommencez avec ce X-là, en remplaçant l'idéal I par l'idéal I2, vous trouvez un Y tel que P de Y est dans I puissance 4. Et puis si vous recommencez, etc. Donc vous avez en 22 étapes, vous avez un truc qui est en 22, qui est dans la puissance 22 au carré de l'idéal I. Et donc on observe la convergence quadratique de la méthode de Newton dans un contexte purement algébrique. Et c'est exactement comme ça que Chevalet démontre la décomposition de Dunford dans son bouquin. Donc ça, c'est comment le faire. Alors, si on est je vais revenir au contexte, on va refaire la même chose dans le contexte des... Dans un corps valué et ultramétrique. Donc là, je prends des notes parce que je regarde mes notes pour savoir comment faire, mais vous prenez par exemple donc le K, c'est le corps valué, A, ça sera la note valuation. Et on peut faire un peu mieux, on va essayer de faire un peu mieux, parce que là, je suis dans un anneau et je veux vraiment diviser, etc. Là, je vais être dans un corps, donc diviser, ça ne va pas être très compliqué, à condition que ce ne soit pas nul, que P' de A soit pas nul. Mais quand même, malgré tout, le fait qu'ici, il fallait que ça soit inversible pour pouvoir diviser et continuer, ça va se voir en disant qu'il faut que P' de A ne soit pas trop petit. Sinon, quand on va diviser, ça va devenir trop gros, et même si ça c'est petit, le quotient pourrait être gros, quoi. Donc on quantifie ça. Et donc on suppose que on se donne P un polynôme à coefficient dans la note valuation. Et on prend A dans... Tiens, bonne question. Oui, typiquement, on prend A dans A. Non, je vais l'appeler F, le polynôme. On suppose que valeur absolue de A est strictement plus petit que valeur absolue de F' de A au carré. Et alors la méthode de Newton converge quadratiquement. Donc la méthode de Newton issue de A converge quadratiquement vers un élément alpha qui va être dans F et on va l'appeler B, qui est l'unique élément, j'ai mis quoi, de F, tel que d'une part f de b égale 0 et d'autre part b moins a est strictement plus petit que ce nombre-là, non pas celui-là, valeur absolue de f de a sur valeur absolue de f' de a. Pardon? Et f, ouais. Il s'appelle f. J'ai un conflit de loyauté entre les Körper et Field, mais comme dans des temps récents, j'ai fait plus d'analyses et que K c'était pour les compacts. Il fallait choisir. Donc maintenant, mes corps s'appellent EF maintenant, et c'est comme ça. Bon, et est-ce que vous voulez la preuve ou... Pourquoi est-ce que cette position sur la valeur absolue de f de a plus petite? Ben, il faut que f de a soit petit pour démarrer, pour que la méthode de Newton... oui, donc peut-être qu'il faut que je fasse la preuve pour qu'on le voit arriver. Mais c'est pareil, c'est vraiment la méthode de Newton. Si on part d'un point assez proche d'une racine approchée, mais ça dit qu'on est une racine approchée et ça fait intervenir la dérivée
pour mesurer la qualité de l'approximation. Si c'était juste f de a petit, tu pourrais rien dire parce que tu peux multiplier ton équation par epsilon et ton équation, ça sera une racine approchée. Donc c'est le lien avec la dérivée qui oblige à ça. Et si tu multiplies ton équation par epsilon, comme c'est pas homogène, l'inégalité, tu gagnes pas. Il faudrait pouvoir diviser par epsilon, mais là tu as la contrainte qui est f est un quotient entier dans l'anneau, donc tu ne peux pas non plus diviser par... Donc normalement, pour l'écrire de façon homogène, il faudrait prendre f dans grand F crocheté, et puis mettre la norme de Gauss dans le membre de gauche pour que ça soit homogène. Ça aurait peut-être été plus malin, mais c'est comme ça. Bon, alors on va faire ça. Alors là, pour le coup, là c'est de l'analyse. Vous savez qu'une démonstration d'analyse, ça s'apprend par cœur ou ça se recopie. Mais... Non, on va faire la même chose que ce qu'on a fait là, mais quand j'ai rédigé ça, je me suis rendu compte qu'il faut ajuster les choses un peu partout. Donc on prend ce nombre-là. Donc l'hypothèse, c'est que C est strictement plus petit que C est strictement plus petit que f' de A. Et aussi, comme f est dans A crochet T, les coefficients sont de valeur absolue plus petits que 1. Et quand on calcule la dérivée, les coefficients sont toujours plus petits que 1, on multiplie par des entiers. Et quand on évalue en un élément de valeur absolue plus petit que 1, ça reste plus petit que 1. Donc ça, c'est aussi inférieur ou égal à 1. Donc on écrit la formule de Taylor à l'ordre 1. Plus t carré g, où g c'est un autre polynôme. Je ne veux pas mettre de factoriel, etc., parce que je peux être en caractéristique positive, je ne sais pas, et j'ai pas besoin. La formule de Taylor à l'ordre 1, elle est toujours vraie, quoi. Voilà, et puis j'ai appelé B égale moins f de A sur f' de A, c'est-à-dire essentiellement ce truc-là. Donc, valeur absolue de B, c'est C qui est plus petit que 1. Et j'ai f de A plus B. Alors, peut-être que je vais l'appeler U, ça serait plus malin. F de A plus U. Si je regarde ce que ça fait valeur absolue de U carré, valeur absolue de G de U. Et voilà. Et ce G de U, le G, là, c'est important de voir que quand vous développez, il est aussi à coefficient entier. Enfin, il est coefficient dans l'anneau d'évaluation. C'est juste d'écrire la base des polynômes en t-a, etc. Mais le changement de base est essentiellement un coefficient dans grand A, dans les deux sens. Donc ça, c'est plus petit que U2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis égal. Non, je n'ai pas mis égal. J'ai mis ça, et valeur absolue de U2, c'est C carré. Et on peut faire aussi la méthode de Newton, la formule de Taylor, cette fois-ci, je pense, à l'ordre 0, pour la dérivée. Mais en fait, ça doit être plus ou moins la dérivée de ça, sauf que je vais appeler plus h, quoi, avec plus t fois h, avec h dans accroché t, et donc vous avez h' de a plus u, non, f' de a plus u, oui c'est ça, qui vaut, peut-être on va écrire moins f' de a, ça c'est plus petit que valeur absolue de u, c'est-à-dire c'est encore plus petit que c. Et de là, maintenant, qu'est-ce que je sais, vous voyez? C, là, il est strictement plus petit que valeur absolue de f' de a, et donc je suis dans le cas où l'inégalité ultramétrique va me dire que la valeur absolue de f' de a plus u doit être égale à la valeur absolue de f' de a. À cause de l'inégalité ultramétrique, c'est un peu magique, hein, mais c'est comme ça. Et d'autre part, f de a plus u, il est plus petit que c carré, mais donc il a, on va le dire comme ça, si j'appelle A1 égale A plus U, c'est-à-dire le premier truc de la méthode de Newton, j'obtiens que ça c'est encore dans grand A parce que ça n'a pas changé. J'ai A1 moins A, j'ai écrit que c'était égal à C, mais en fait
U, si c'est égal à C. Et puis, valeur absolue de f' de A1, c'est valeur absolue de f' de A, et valeur absolue de f de A1 est plus petit que C carré. Et ça me dit que j'ai les mêmes hypothèses qu'au début A1, mais avec un C1 qui est C au carré. Et je peux vraiment réappliquer la méthode de Newton à ce niveau-là. On va le faire, ou on va pas le faire, mais... Donc en particulier, j'ai valeur absolue de f de A1 sur f' de A1 au carré, qui est... Mais je vais le faire parce que ça va me permettre de rajouter l'hypothèse qui manque dans l'énoncé du théorème. Donc ce que j'ai, c'est f de A1 sur f' de A1 au carré, qui est plus petit que C carré sur f' de A. Et donc ça, c'est strictement plus petit que C, qui est strictement plus petit que f' de A. Et donc c'est aussi plus petit que 1, c'est ça. Et donc maintenant, ça dit que la suite, la suite de la méthode de Newton est bien définie. Et on va avoir f' de... Donc c'est A n plus 1 égale A0 égale A moins f de AN sur f' de AN. Et vous allez avoir valeur absolue de f de AN toujours strictement plus petit que f de AN au carré. Non, oui c'est ça, non. F' là, f. En fait, f' de AN, ça sera toujours f' de A au carré, et puis vous allez avoir AN plus 1 moins... Qu'est-ce que je recompte? Ouais, on va faire comme ça. Et vous avez valeur absolue de f de AN plus 1 est plus petit que valeur absolue de f de AN divisé par f' de AN, ou donc f' de A, le tout au carré. Et de là, quand on prend ce truc-là, qui est une espèce de majoration sous-multiple, il faut diviser par f' de A pour rendre les trucs corrects. Et ça dit que f de AN plus 1, la bonne façon de l'écrire, c'est f de AN plus 1 divisé par f' de AN plus 1 au carré en valeur absolue est plus petit que le carré du truc. C'est plus petit que le carré du truc d'avant. Donc ça entraîne que au bout de n, on est plus petit que le truc de début à la puissance de puissance n. On dit que f de n sur f' de n au carré est plus petit que f de a sur f' de a au carré, le tout à la puissance de puissance n. Et ça, c'est strictement plus petit que 1. Donc ça tend vers 0, et même quadratiquement. Et ça, c'est AN plus 1 moins AN, ou l'opposé. Et donc, ça c'est le terme général. Enfin, de là, on en déduit que la suite des différences tend vers 0. Et donc, en changeant la suite en une série, on a donc le terme général d'une série qui tend vers 0. Donc, si j'avais supposé le corps complet, je pourrais en déduire la convergence. D'accord ? Donc ça fait AN plus 1 moins AN tend vers 0. Tend vers 0, F est complet et ultramétrique. Donc
Donc la suite AN converge. Une fois qu'on est là, ça devient routinier par rapport à tout ce qui précède. La limite, elle va forcément annuler f. Et puis pour avoir l'unicité, il faut essayer de comparer ce qui se passe pour la dérivée entre les deux points. Et on voit qu'il n'y a pas d'autre... Ça prouve bien l'assertion d'unicité qui est là. OK. Donc ça permet de voir, ça permet de démontrer le corollaire, c'est que si vous avez, c'est un cas particulier, si vous avez f dans A de t, vous avez A dans A tel que valeur absolue de f de A est strictement plus petit que 1 et valeur absolue de f' de A égale 1, alors il existe un unique élément B dans A tel que f de A égale 0 et B moins A. Pardon, f de B égale 0. F de B égale 0 et B moins A. C'est toujours l'hypothèse que f est complet. Hein. Et donc, par exemple, si vous prenez l'équation t carré plus 1 égale 0, et vous prenez comme corps Q5, et vous prenez pour petit a, vous prenez 2. Donc vous avez vous avez bien 2 au carré plus 1 qui fait 5 et qui est bien strictement plus petit que 1. En valeur absolue, ça vaut un cinquième. La dérivée, c'est 2t, donc la dérivée de t adique de 4, enfin la valeur absolue de 5 adique de 4, c'est 1. Et donc ça vous donne un élément b dans Q5, tel que b carré égale moins 1. Et b moins 2 est strictement plus petit que 1. Et là, vous voyez pourquoi il fallait supposer que le corps était complet. Parce que si j'étais parti de Q avec la valeur absolue 5 adique, eh ben, je n'aurais pas fabriqué de racine de moins 1. Donc, comme quoi, les hypothèses, ce n'est pas toujours pour les chiens. Bon alors, c'était assez technique comme ça pour ne pas en dire plus pour ce qui se passe en plusieurs variables. Enfin, en tout cas, je ne vais pas faire la preuve. Hein, mais il y a une même méthode en plusieurs variables. Je l'appelle phi, cette fois-ci, le truc. Donc phi, c'est phi 1, phi n, avec les phi dans A de T1, Tn, des polynômes en n variables. Vous supposez que vous prenez A un élément de An. Alors, pardon, ouais, sur A puissance n, on va définir la norme, juste comme le sub des coordonnées, des valeurs absolues des coordonnées. Et donc, vous prenez A dans A puissance n, tel que la norme de phi de A soit strictement plus petit que la valeur absolue du jacobien de phi en A au carré. Et le jacobien, c'est juste la déterminante de la matrice des dérivées partielles. Et à ce moment-là, la méthode de Newton issue de A converge vers quadratiquement J'ai un A ou pas? Oui, ça, converge vers un B puissance n, qui est l'unique élément de f puissance n, tel que phi de B égale 0, et B moins A en norme est strictement plus petit que norme de phi de A sur valeur absolue du jacobien. Et c'est tellement pareil que je n'ai pas refait la preuve, j'ai juste dit que c'était pareil. Voilà, il y a juste une chose à dire, c'est comment on fait la méthode de Newton et comment il faut diviser par une dérivée. Donc il faut inverser la matrice différentielle. Et ce qui permet de contrôler la taille de l'inverse, c'est la formule de la comatrice, disons, parce que ça va être l'inverse, ça va être la comatrice, donc un truc compliqué qu'on ne va pas regarder, mais divisé par le jacobien. Et le truc qu'on ne veut pas regarder au numérateur, c'est des polynômes à coefficient dans grand A. Donc ça va être majoré par 1 en valeur absolue,
sans effort. Ouais. Le fait que la norme du jacobien ne change pas quand tu itères, Bon, c'est vrai aussi. je suppose parce que je ne l'ai pas vérifié. Je pense que c'est pareil au même endroit, mais je pense pour la même raison, je pense. Mais si ça, je suis sûr que l'énoncé est juste parce que sinon je l'aurais su qu'il était faux. Et d'autre part, donc j'ai pas fait gaffe, mais je pense que je ferai attention en. Pardon? Oh, je pense que oui, pour la même raison, c'est la formule, c'est l'inégalité des accroissements finis. C'est pareil, tu contrôles f de b moins f de a par. Non, mais à une variable, je le vois très bien, mais à plusieurs variables, tu es en train de dire que tu as deux variables. Phi égale 0, c'est une courbe dans le plan. Non. Il y a n, c'est n équations. Ah, t'as écrit n équations. C'est n équations. Ah non, sinon. non, c'est a puissance n vers a puissance n. C'est le terme d'une fonction implicite, hein, ou d'inversion locale. Enfin, c'est. Ok. Alors. Pourquoi c'est utile les plusieurs variables par ce cas? Parce qu'il y a des vrais problèmes en plusieurs variables. Mais même quand au début on veut faire des équations à une variable, eh bien, les équations à plusieurs variables peuvent revenir, par exemple, si on cherche à factoriser un polynôme. Si vous voulez factoriser un polynôme, on a un produit de degré 4, on a un produit de deux polynômes de degré 2. Bah, une façon naturelle de l'écrire, c'est comme une équation, vos deux polynômes, enfin c'est une équation en plusieurs variables qui fait intervenir les coefficients. Et donc, est-ce que je l'ai fait plus ou moins? J'ai donné une application à la factorisation. Je vous ai vu foncer les sourcils, Clémence, j'ai dit une bêtise ou... Non. Je peux, hein, ça m'arrive. Enfin, si je crois mes enfants, ça m'arrive souvent même. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que je prenais f, donc application à la factorisation. Bon. On prend f dans accrocheté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur le... Ouais, alors c'est ça. Donc là, il y a un truc malin. Il faut faire attention à ne pas le prendre unitaire. On prend g et h de polynômes, et on demande quoi? On demande que le degré de f, ce soit le degré de g plus le degré de h, et que la norme de f moins gh, et ça, la norme de f moins gh, c'est, il y a des coefficients, et c'est le sub des coefficients, comme ça, est strictement plus petit que la valeur absolue du résultant de g et h au carré. Okay, le résultant, c'est le déterminant d'une certaine matrice qui est compliqué à écrire, mais qui n'est pas compliqué à imaginer, parce que ce truc-là, c'est le déterminant de la matrice d'une application linéaire très très simple, qui envoie U et V sur UG plus VH. Et on prend U. Alors ici, on va vouloir que ça soit des polynômes. Ici, on veut que ce soit des polynômes de degré. Alors, je ne sais pas quel truc. On va appeler M ce degré, N ça. Et donc, ça va être de degré strictement plus petit que m plus n, donc c'est un espace de dimension m et n, et u, ça va être un polynôme de degré strictement plus petit que n, et v de degré strictement plus petit que m. Et évidemment, il faut choisir des bases pour calculer le déterminant qu'il faut, mais il y a des bases assez évidentes, et on les met dans le bon ordre, et ça fait le résultant, et si vous le mettez dans le mauvais ordre, ça fait moins le résultat. Ou parfois, ça fait le résultat aussi. Okay. Et donc, ça c'est la bonne façon, je trouve que c'est la bonne façon de se rappeler de ce que c'est que le résultant. Et l'autre façon de l'avoir, c'est de remarquer que ça, c'est le premier terme quand vous calculez G plus U, non, G plus V
fois h plus u, ben, vous avez un premier terme qui est GH, et puis vous avez un deuxième terme qui est UG plus VH, et vous avez un troisième terme qui est UV et qui est quadratique. Et donc autrement dit, c'est aussi la différentielle, cette application linéaire, de l'application de multiplication. Bon, et comme on veut résoudre, j'ai pas dit l'énoncé, mais comme on veut résoudre f égale gamma eta, disons, ben on est en train de résoudre l'équation f est un produit, c'est-à-dire qu'on est en train de résoudre l'équation produit. Et là, je viens de calculer, de vous mettre la différentielle de cette application. Ça. Donc si on applique la méthode de Newton, eh ben, on dira qu'il existe un unique. On en déduira qu'il existe un unique couple alors je ne sais pas comment on va les noter, disons G bar H bar, avec le degré de G bar doit être plus petit que... non, c'est pas génial. On va dire UV. Le degré de U va être strictement plus petit que le degré... Si je prends les mêmes notations, c'est G plus V, c'est ça. Donc le degré de V sera strictement plus petit que le degré de G. Et vous voulez aussi que la norme de U et la norme de V soient plus petits que je ne sais quoi. Et vous voulez que F soit égal à... je l'ai écrit, mais j'ai déjà oublié. F, G plus V, H plus U. Et j'ai écrit ce qu'il fallait, mais je ne sais plus si c'est 1 ou si c'est autre chose dans ce contexte. C'est pour ça que je dois vérifier. Et la différence, c'est la valeur absolue du résultat. D'accord ? Donc, il y a une unique perturbation des polynômes G et H que je m'étais donné, plus petite que la valeur absolue du résultant, mais où les degrés sont à chaque fois strictement plus petits. Enfin, le coefficient dominant, il n'a pas changé dans ces histoires, et qui vous factorise le polynôme. Et c'est ça qui s'appelle en général lemme de Hensel dans cette histoire, plus que le cas d'une variable qui est la factorisation d'un polynôme de degré 1. Mais, donc ça, c'est très utile parce que ça vous dit que vous pouvez factoriser. Et ça vous dit qu'une factorisation approchée vous donne une factorisation. Et ça, c'est un résultat fondamental pour l'arithmétique des corps valués complets. Par exemple, il y a un corollaire de ça. Oui, là, je vais préciser ma phrase d'exemple. J'ai dit que c'était un résultat fondamental pour l'arithmétique de blablabla. Donc, parce que pour moi, l'arithmétique, l'algèbre linéaire, où il y a plein de théories qui sont vraies dans un corps, où on regarde des solutions là où elles peuvent exister. En géométrie algébrique, on regarde des solutions sur un corps algébriquement clos, et s'il fallait regarder plus qu'un corps algébriquement clos, on ferait ça. En arithmétique, on s'intéresse à des équations et à regarder leurs solutions tout en bas dans l'anneau dans lequel elles font sens. Et c'est vraiment ça. Et donc tout ce qui est théorie de Galois, ça a beau parler de racines dans une clôture algébrique, en fait la théorie de Galois c'est gouverné par savoir si des équations très très simples, d'autres équations, des équations auxiliaires, ont des solutions dans Q, etc. Par exemple, si le groupe de Galois est un sous-groupe du groupe alterné, ça veut dire que le discriminant, qui est un élément du corps, est un carré. Et un carré dans le corps, pas un carré dans la clôture algébrique, ce qu'il n'aurait pas de mérite à être. D'accord. Et tout ça, toute la théorie de Galois, par exemple, ça montre que c'est des questions arithmétiques qui, à la fin, se réduisent à des choses dans le corps de base ou dans l'anneau de base. Et donc c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que la factorisation, c'est vraiment gouverner l'arithmétique. Et donc là, ça va vous donner une question d'irréductibilité. Par exemple, vous prenez f dans f crochet t irréductible unitaire. Tel que le coefficient constant est de valeur absolue plus petit que 1, et les autres coefficients, le premier coefficient c'est 1, le dernier il est ça, et les autres vous ne savez pas. Et alors, tous les coefficients sont de valeur absolue plus petit que 1. Et ça, c'est un corollaire qui
qui est assez marrant, qui est pas très utilisable, parce que, enfin, il est utilisable, on va pour le corollaire du corollaire, que je vais appeler théorème parce qu'il est important, mais il n'est pas très utilisable parce que vous avez cette hypothèse ici. Hein, et en général, ce qui va arriver un peu plus tard, c'est des théorèmes qui vous disent, en fonction des valeurs absolues, que les polynômes sont irréductibles, plutôt. Qu'on va pouvoir appliquer là. Il faut partir d'un polynôme irréductible, et c'est compliqué de savoir qu'un polynôme donné est irréductible. Sauf dans des énoncés abstraits où on peut le mettre dans l'hypothèse. Alors, on va le mettre là-haut, parce que ça... ouais, alors... Donc là, comment dire, comment on fait ce truc-là? Le point, c'est que vous écrivez... Vous trouvez une constante C bien choisie, telle que CF soit dans A crochet T, et que donc C va être dans A, et minimale, en un certain sens, etc. Et si par hasard tous les coefficients de F sont pas dans T, c'est-à-dire qu'il y a des coefficients qui sont de valeur absolue strictement plus petits que 1, dans ce cas-là, vous avez pris C de valeur absolue strictement plus petit que 1. Et donc, dans les coefficients de C fois F, il va y avoir, si on met les coefficients comme ça, il y en a un qui va être non nul, et puis il y en a qui vont être nuls. Et de là, on en déduit une sorte de factorisation rapprochée, très, très simplement. Et cette factorisation rapprochée, on vérifie qu'elle vous donne une vraie factorisation, et donc vous contredisez le truc. C'est juste désagréable à écrire en détail. Je l'ai fait une fois, donc j'ai pas envie de le refaire une deuxième. Tout ce que je raconte, j'ai été très malhonnête sur la bibliographie du texte. C'est-à-dire que j'ai cité que les articles originaux. Mais en fait, j'ai utilisé d'autres trucs quand j'ai préparé le cours, que je vais finir par mettre. Mais pour tout vous dire, je ne veux pas vous dire combien de temps j'ai mis à essayer de comprendre ce qui a été écrit dans les bouquins classiques, quoi. Pour moi, c'était juste incompréhensible. Je n'étais pas sûr que les arguments étaient justes, quoi. Donc, à la fin, on constate qu'ils sont justes parce qu'on rajoute que de la poudre, on rajoute que de la poussière par-dessus. Mais enfin, ça m'a pris du temps de rajouter cette poussière. C'était un peu déprimant, d'ailleurs, de se dire qu'un sujet qu'on imagine connaître, et puis on se rend compte que le détail des preuves... un peu dur. Donc une application fondamentale vous prenez F, un corps ultramétrique, un corps valué ultramétrique complet. Le cas non ultramétrique n'a aucun intérêt. Et vous prenez E, une extension algébrique, de F. Donc, par exemple, sa clôture algébrique, mais dans la preuve, on va en prendre plutôt une extension finie. Mais... Eh bien alors, il existe une unique valeur absolue sur E qui prolonge celle de F. Okay. Et concrètement, elle applique un élément petit a de E de polynôme minimal F. Donc si vous prenez un élément a de E, vous regardez son polynôme minimal, ça a un certain degré. Et sur quoi? Eh ben, vous regardez le terme constant du polynôme minimal. Ça, c'est un élément du corps de base. Donc vous pouvez prendre sa valeur absolue. Et ça ne fait pas tout à fait ce qu'il faut, mais il faut prendre 1 sur le degré de F. Pardon? Oui, pardon. Oui, S'il y a unicité, ça peut être que ça, quoi. Évidemment. Parce que conjugué, machin. Oui. Donc, ça... Plus ou moins. Faut que les conjugués soient oui, s'il y a des conjugués, mais si, par exemple, enfin bref, si c'est pas séparable, etc. Et parfois c'est gênant quand même. Et donc là, pour l'unicité, je fais autrement. C'est que pour l'unicité, il y a des méthodes plus topologiques. C'est que si vous avez deux valeurs absolues qui prolongent, il faut qu'elles soient équivalentes. Enfin, on arrive à voir que je vais vous dire comment je fais l'unicité.
vous supposez que E est une extension finie, ça suffit pour faire l'unicité, parce que c'est ça. Si vous avez deux valeurs absolues, les valeurs absolues sur E, ça vous fait des normes sur E, quand on voit E comme un espace vectoriel. Et les normes sur un espace vectoriel de dimension finie, quand le corps de base il a une valeur absolue, sont équivalentes si le corps de base est complet. Et ça, c'est un truc qui est remarquable. Pourquoi? Parce que vous allez dire c'est bien connu pour R et R puissance n, mais les preuves pour R et un espace vectoriel de dimension finie sur R ou C utilisent toujours dans la plupart des cours la compacité locale de R. Et là, on n'a pas de locale compacité du tout. Et en fait, c'est assez incroyable qu'il y a une route parfaitement parallèle et plutôt plus efficace qui passe par la complétude. Et qui démontre que si vous avez des espaces vectoriels de dimension finie sur un corps valué complet, alors les applications linéaires sont automatiquement continues, et blablabla. Et ça marche tout seul, et ça fait un truc qui est à la fin, vous regarderez mes notes si ça vous intéresse. Par exemple, vous n'avez pas enseigné ça en prépa, je pense, mais moi j'ai enseigné ça en prépa à Greg, et si on passe par la locale compacité, on ne s'en sort pas, parce qu'on a des arguments, il faut savoir pourquoi l'espace vectoriel de dimension finie est localement compact, par exemple, pour que ça se fasse, etc. On n'en sort pas, et il y a un moyen comme ça de rajouter les trucs. Enfin, si, ça marche, hein, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait avant moi, mais le raconter proprement, c'est pas facile. Et donc, bref, voilà. Donc là, il y a un argument comme ça pour voir l'unicité. Donc, dans ce cas-là, ça prouve que les deux normes, les deux prolongements définissent la même valeur absolue sur l'espace vectoriel de dimension finie. Et, non, pas la même valeur absolue, définissent la même topologie. Et à ce moment-là, quand est-ce que des valeurs absolues définissent la même topologie? Ça, c'est facile, c'est l'une et une puissance de l'autre. Et comme elles coïncident sur le corps de base, la puissance c'est 1. Et donc c'est une autre façon de le faire sans théorie de Galois. Si on veut de la théorie de Galois et qu'on suppose que l'extension E sur F est galoisienne, par exemple, ça dit quelque chose. Ça dit que quand on prend un automorphisme, sigma, et ça dit que valeur absolue de sigma de A égale valeur absolue de A pour tout A, mais ça dit que en gros, les éléments du groupe de Galois sont unitaires, ou qui sont continus. Enfin, donc c'est la continuité automatique des éléments du groupe de Galois de QP bar sur QP, par exemple, qui est un truc qu'on ne peut pas... Donc ça, c'est pas mal, parce que la conclusion, c'est que si vous prenez un corps F valué complet, vous pouvez regarder F bar, il y a encore une valeur absolue. Alors F bar, lui, la clôture algébrique, ouais. Et cette clôture algébrique, il a une valeur absolue, mais il n'est pas forcément complet. Alors on peut le compléter. Et le théorème rassurant, c'est que ça s'arrête là. C'est-à-dire que ce corps-là, il est complet, et il est encore algébriquement clos. Okay. C'est en gros des variantes sur la continuité des racines en fonction des coefficients. Ils sont très jolis, mais voilà. Et alors la dernière chose, je vais raconter 40 autres choses encore, mais je vais essayer de ne pas en compter 40, parce qu'on ne va pas me laisser, il me reste un quart d'heure. Et donc, ce que je voulais raconter, c'était la théorie des polygones et polytopes de Newton. Je vais allumer le projecteur dans 1 minute pour vous montrer pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais si vous avez un polynôme, par exemple, f... dans f de T1 Tn, et tout ça c'est des multi-indices, ce qu'on peut appeler polytope de Newton de f, que je vais appeler πf, c'est l'enveloppe convexe des m tels que Cm est non nul dans R puissance n. Donc c'est vraiment un polytope. Alors dans le texte, il y a un exemple en haut de la page 29. Je ne vais peut-être pas le recopier, mais vous l'avez sous les yeux. Donc le polynôme, c'est vraiment l'exemple donné par Newton. C'est l'exemple donné par Newton. Et donc j'ai mis tous ces points et je vais vous expliquer pourquoi le trait en bas il est plus gras que les autres traits. C'est assez remarquable le polytope de Newton, parce que, par exemple, si vous avez un produit,
Le polytope de Newton du produit, c'est la somme de Minkowski des deux polytopes. C'est-à-dire c'est l'ensemble des sommes d'un point de l'un et d'un point de l'autre. Et ça vous permet, a posteriori, de dire que certains polynômes en plusieurs variables sont irréductibles. Parce que si vous prouvez que votre polytope ne se décompose pas comme ça, eh ben, ça vous dit qu'il est irréductible. Et c'est pas, dans certains cas, ce n'est pas très compliqué de voir qu'un polytope ne se décompose pas de manière entière en deux polytopes. Donc ça permet de voir ça. Et ça généralise ce truc-là. Quand vous êtes en une variable, le polytope de Newton, ce n'est pas très compliqué. C'est un intervalle avec le coefficient qui démarre du coefficient de plus bas degré et qui va jusqu'au coefficient du plus haut degré. Et quand vous faites le produit de deux polynômes, le coefficient de plus bas degré il s'ajoute et le coefficient de plus haut degré il s'ajoute aussi. Et donc ça. Et quoi et rien du tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, si. Donc je vais introduire deux objets. D'abord, il y a des variantes des normes de Gauss. Il y a des variantes de normes de Gauss, mais vous prenez un élément R que je vais écrire R1, Rn, et que je vais prendre dans R plus puissance n. Et vous pouvez appeler norme de F indice R, le sup, avec les notations qui sont là. Et là, dans le texte, il y a une somme. Et non, c'est pas là qu'il y a une somme. Il y a un endroit, il faut enlever page 25, il faut évidemment... il faut enlever un signe, il faut remplacer un backslash sum par un backslash sup. C'est le sup sur m des valeurs absolues de Cm, R puissance m. D'accord ? C'est la variante des normes de Gauss. Si on mettait R tout le temps égal à 1, ça serait ça, mais on peut les faire avec un multirayon arbitraire. Et la proposition, c'est que c'est une... alors j'ai pris R éventuellement nul, alors c'est pas forcément une norme, mais c'est une semi-norme, c'est une semi-valeur absolue. Et le point crucial, c'est la multiplicativité, comme hier. Et donc, Jérôme vous a... C'est toi qui l'as fait, hein, je pense, la multiplicativité, ou c'est... Non, c'est Jérôme. Jérôme vous a montré une démonstration algébrique ou arithmétique par réduction, modulo quelque chose du fait que c'était multiplicatif. Et là, c'est pas très facile dans ce contexte de le faire, parce que c'est assez compliqué de comprendre l'anneau des polynômes de normes plus petits que 1 et le sous-anneau des polynômes de normes strictement plus petits que 1. Il y a des choses qui se passent. J'imagine qu'on peut le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et par contre, si on applique les techniques de type polygone de Newton, ou polytope de Newton, on comprend très très bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on veut vérifier que norme de fg égale norme de f, norme de g, et on va regarder quels sont les m tels que norme de f est atteinte, norme de g est atteinte, et c'est des polytopes, c'est des sous-polytopes du polytope de Newton, et on va regarder un sommet, en fait on va regarder plutôt un sommet du polytope où norme de fg est atteinte. On prend les m tels que norme de fg r soit égale à cm r puissance m, et on regarde, ça c'est un polytope, on regarde un de ces sommets, et ce sommet, il peut se décomposer que d'une seule façon, comme la somme de deux sommets des polytopes de f et g où c'est atteint, parce que c'est un sommet. Et donc, ça donne la propriété de produit. Donc, c'est une variante de dire que le coefficient dominant, il est multiplicatif, ou que le coefficient constant est multiplicatif. Mais ça marche pareil, à condition de savoir qu'on peut parler de sommet, de polytope, etc. Ce qui est une autre histoire, parce que la géométrie des polytopes, la géométrie convexe, etc., elle n'est plus tellement au programme de rien du tout en ce moment. C'est-à-dire qu'en jetant Anne Banach de la grecque, par exemple, on a jeté toute la géométrie convexe dans le plan et dans l'espace avec des polytopes, etc. C'est quand même dommage. Et donc ça, c'est une construction que je vais faire, et puis je vais donner, je vais juste donner des définitions, et puis tant pis. Donc on peut regarder comment bougent ces fonctions R quand R grandit, si j'ose dire, cette fonction elle grandit évidemment.
et on peut regarder comment elle se comporte. Alors, là, j'ai une blague habituelle, c'est que c'est paramétré par R plus puissance n, et R plus puissance n, c'est un... ou R plus, on va plutôt prendre R plus étoile puissance n, et R plus étoile puissance n, c'est un R espace vectoriel. De manière naturelle, en envoyant un scalaire, ça agit par la puissance machin. Donc A,T, c'était puissance A. Simplement, on n'est pas vraiment à l'aise avec cet espace vectoriel-là, et donc, comment on le convertit en un espace vectoriel honnête? On passe au log. Donc on introduit le polynôme tropical, que je vais appeler tau f, et tau f de R, c'est le log de ça, donc c'est le sup sur m de log de Cm plus, je vais mettre x là, plus mx. Donc c'est un sup d'une famille finie, et ça c'est le, je mets le produit scalaire, ou enfin c'est ce que vous voulez. Je mets avec un point. C'est un sup d'une famille finie de fonctions affines, donc c'est une fonction convexe, continue. Voilà. Et ça s'appelle polynôme tropical, même s'il y a des discussions intéressantes sur l'opportunité d'avoir des termes eurocentrés ou je ne sais quoi en maths, sachant que le mot tropical, il vient, paraît-il, d'un hommage à un mathématicien brésilien, qui n'était pas clair qu'il habite dans la zone tropicale, ce mathématicien, par exemple. Et donc, bref. Donc, voilà. Mais en l'occurrence, des mathématiciens que je respecte beaucoup et qui réfléchissent à ces questions-là considèrent que pour le moment, ils continuent de l'appliquer. Et donc, c'est pas à moi de décider qu'on va changer de terme, mais peut-être qu'un jour on changera. Voilà. Alors, il y a un truc important à remarquer, c'est que si, imaginez que vous ayez un élément x dans f, et après, non, c'est bon. Si vous prenez x dans f puissance n, et plutôt f étoile, enfin, on va prendre x dans f puissance n, tel que f de x égale 0. Alors à ce moment-là, à supposer que f n'est pas nul, mais ça veut dire que dans la somme qui est là, vous avez plusieurs termes qui sont de même valeur absolue. Parce que si tous les termes étaient de valeur absolue différente, la valeur absolue de la somme, ça serait la plus grande des valeurs absolues. Donc il y a deux termes au moins où le sup est atteint. Okay, donc c'est des endroits qui vont donner, en théorie, des cas où ces deux fonctions affines vont coïncider. Enfin, le x égale, non pas x, oh, c'est pas bon, mettons a, disons. Si vous regardez x égale log de module de a, et puis on va prendre f étoile puissance n, vous prenez ça. Ici, vous allez avoir deux termes qui sont égaux, donc ça va vous donner typiquement des pliures dans la fonction affine par morceau. Parce que parfois, c'est celle de la droite ou à gauche que ça va grimper. À l'inverse, si vous êtes dans des endroits, si vous avez un élément petit r ou petit x tel que le sup n'est atteint qu'en un seul endroit, ça veut dire que quand vous allez prendre x au voisinage, d'ailleurs, le sup va toujours être atteint en un seul endroit. C'est un endroit où cette fonction affine par morceau va être affine. Et à ce moment-là, chaque fois que x va avoir une valeur absolue qui tombe dans le domaine, ou son log tombe dans le domaine, il peut toujours y avoir qu'un seul terme qui arrive, et donc le f de x ne va jamais être nul. Donc dans ce cas-là, inversement, si sur un ouvert oméga de Rn où le sup où tau f est affine, eh bien, je pense que la fonction, il peut pas, enfin, entre guillemets, f ne peut pas s'annuler, quoi. Avoir de 0a avec log de module de a. Non, oméga. Pour le... Voilà, et
Donc ça vous dit plus ou moins où sont. Donc ça signifie que cette fonction-là va vous contrôler où sont les zéros de la fonction f. Et pour avoir ce qui s'appelle le polygone de... J'ai écrit quoi? J'ai écrit polytope de Newton, je pense. Ouais. Et pour avoir le polygone de Newton, c'est une transformation de Legendre qu'il faut faire. Et donc, ce sera un truc du genre nu f de p égale sup sur x de px moins tau f de x. Et donc ça, c'est un sup de fonction affine, parce que quand ça c'est affine à x fixé, c'est un sup de fonction affine. Donc c'est toujours convexe, c'est aussi semi-continu inférieurement, automatiquement, ce qui est bien, parce que ça peut être très compliqué cette fonction, elle n'est pas forcément continue, mais quand même sur l'ensemble où elle est bornée, l'ensemble où elle n'est pas plus l'infini, elle va quand même se comporter assez bien. Et donc typiquement, en fait, de fait, c'est une fonction convexe continue sur πf et plus l'infini en dehors. Et alors, c'est très peu utilisé en plusieurs variables parce que ça commence à être compliqué à dessiner. Mais en une variable, c'est un outil fondamental. Donc, en une variable, donc j'allume juste ça pour que vous voyiez ce qui se passe. Et il faut que je baisse les tableaux. Ouais. Allez, il veut pas. Ah oui, si, il veut bien, mais il faut que j'appuie sur HDMI. Voilà, bon, et donc, en une variable, il y a le polynôme... allez. Il va revenir, je pense. Voilà. Newton explique comment il veut résoudre son équation en deux variables qui est indiquée en bas de la figure 29. Et donc, les monômes sont orientés comme ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il les met dans les cases. Nous, on les met on joue plutôt comme des joueurs de Go, on les met sur les intersections. Donc moi, je les ai plutôt mis là, les points, mais lui, il met des étoiles dans les cases, et il trace la plus grande fonction convexe qui est dessous. Et là, il se trouve que cette fonction convexe, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, ouais, comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué, comme on l'a compris, mais c'est pas compliqué de voir que c'est celle-là. Ce qu'il a tracé, c'est le polygone de Newton, Newton a tracé le polygone de Newton de son truc-là. Quand les coefficients ici, c'est des fonctions de petit x, donc ils sont donnés avec la valeur absolue x adique où x est petit. Et puis la variable, c'est y chez lui, parce qu'il veut chercher y en fonction de x. Et il a mis ces coefficients comme ça, et il a tracé cette droite. Et il trouve, là en l'occurrence, il trouve une droite de longueur, un segment de droite de longueur 6, qui correspond au fait que son polynôme était de degré 6, et de pente, moins 1,5 ou moins 1,5. Moins 1,5, en l'occurrence. Et ça, chez Newton, vous allez me pardonner de ne pas vous lire le latin, mais on va aller regarder la version anglaise. Dans cette édition, ils n'ont pas... je pense que c'était la composition en plomb à la main, et refaire la figure deux fois. Ah si, ils ont mis la figure là. Et là, il dit que quand il veut extraire sa racine de ça, donc il dit vraiment... Je mets une étoile comme dans la figure 2 sur le truc, et il applique sa règle DE, donc sa règle, pour du bas en haut. Enfin, il fait bouger sa règle comme ça, et puis il la remonte jusqu'au moment où elle touche exactement, et elle ne peut plus monter. Et quand elle bloque, il obtient il obtient ce segment. Il y a un cas qui aurait pu être possible, qui est celui que je dessine sur la figure 34. Vous avez un polynôme compliqué, et comme j'ai fait à l'échelle, c'est un polynôme qui n'est pas compliqué, c'est l'exponentielle tronquée en degré 30, je crois. Et là, vous voyez que quand les points bleus, c'est
Et j'ai pris la norme 2 adique, je pense, cette fois-ci. Et les points bleus, ça correspond à l'endroit où sont les valeurs absolues des coefficients, ou leur log. Donc comme ils sont au dénominateur, c'est moins log peut-être, j'ai mis, je ne sais plus ce que j'ai fait. C'est bizarre, je suis un peu surpris. Non, pareil, ils sont dénominateurs, donc ils sont grands. La factorielle, elle est multiple de 2, donc elle est grande. Donc, bref, c'est là, je ne comprends plus rien. Et j'ai dû mettre moins log. Ouais, c'est étrange, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Je suis paumé là. Bref, en tout cas, on met ces points. On met ces points. Et puis les droites, la droite à la Newton, elle est là, et on les voit. Et elle a 4 pentes à cet endroit-là. Et il faut que je vérifie si je ne me suis pas trompé de signe, mais c'est étrange. Donc, vous avez plusieurs pentes. Et le théorème de Newton qu'on devine là, c'est que le fait que la pente soit 1,5 dit que les solutions, on ne va pas les trouver dans le corps de base, mais on va les trouver, il va falloir mettre une racine de x. Autrement dit, les pentes du polygone de Newton donnent les valeurs absolues des racines de l'équation. Et ça, c'est un théorème général qui se démontre en faisant ce qu'on a déjà fait, en appliquant la méthode de Newton, essentiellement en factorisant. Et donc, quand on élabore ça, puis je m'arrête là parce que j'ai déjà débordé de 3 minutes, mais quand on élabore ça, on peut, par exemple, faire comme Coleman, reprenant cette question de Schur et prenant le polynôme qui est sur votre feuille, là, 1 plus x2, etc. Regardez son polytope de Newton pour toutes les valeurs absolues p-adiques possibles, enfin son polygone de Newton, là j'ai tracé que pour 2. Voir que le résultat que je vous ai donné tout à l'heure sur l'irréductibilité, il dit que les polynômes irréductibles sur un corps complet ont des polygones de Newton qui n'ont qu'une seule pente. Et donc de là, on en déduit des renseignements sur les facteurs p-adiques de ce polynôme et les degrés des facteurs du p-adique. Et quand on combine ça pour plusieurs p, on en déduit que ce polynôme 1 plus x2 plus x puissance n sur factoriel n est irréductible. Par exemple. Voilà. Et si on le fait, le même argument, mais là il est plus simple, pour un polynôme qui s'appelle d'Eisenstein, c'est-à-dire tous les coefficients sont entiers, ils sont tous de valeur absolue strictement plus petit que 1, et le dernier n'est pas dans le carré de l'idéal maximal. Ça, c'est un cas où le polygone de Newton a une seule pente, 1 sur le degré, et c'est forcément irréductible, parce que si vous deviez le couper en deux, il y aurait plusieurs pentes, ou alors ça passerait par un autre point entier pour combiner les polygones. Voilà, donc ça relie cette théorie d'analyse ultramétrique à des choses classiques, plus ou moins classiques, d'algèbre, disons, ou d'arithmétique. Et puis, j'ai déjà 4 minutes de retard, donc je m'arrête. Merci. Antoine, est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu accéléré là, de ce coup. Oui, mais le temps s'accélère. Oui, le temps. C'est ça. L'opération d'espace. Des questions. Bon, si on applique cette méthode au corps C de double parenthèse T, donc on retrouve les développements de plus 2, exactement, comme ça. Hein, c'est ça. Oui, exactement. Donc je vais faire le corps dont parle Claude. Donc c'est le corps c'est le corps des fractions des séries formelles en une indéterminée à coefficient complexe. Et et on peut chercher à résoudre des équations à coefficient dans ce corps. C'est exactement ce que fait Newton. Newton, et là on voit que, par exemple, si vous avez une équation très simple, il faut commencer par rajouter racine de x ou racine de t avec les notations de Claude. Si on élabore ça et qu'on regarde ce qui se passe, en fait, une fois qu'on rajoute racine de x, on peut voir que quelque chose se simplifie dans la méthode et qu'on va réussir à factoriser le polynôme en un morceau un peu plus petit. Alors sur ce facteur, il va falloir recommencer. Mais au bout d'un nombre fini d'étapes, il n'y a plus rien à faire, et ça démontre, si on itère le processus, le théorème de Puiseux qui dit que la clôture algébrique de ces double parenthèse T, des corps de série formelle, c'est la réunion des corps de série formelle en les variables fractionnaires x puissance 1 sur quelque chose.
Donc pour une équation donnée, il faudra prendre une racine énième de x pour un certain n, et les solutions pourront se donner comme des séries formelles. Alors ça, c'est très utile pour les algébristes. Pour les analystes, ce n'est pas très utile parce que les séries formelles, on ne peut pas les évaluer. Et donc, dans les années 50, Azumaya, pour des raisons liées à la théorie du groupe de Brouwer, etc., s'est dit qu'il y a des cas où on peut appliquer le lemme de Hensel, on peut appliquer la méthode de Newton, bien que le truc ne soit pas complet. En gros, pour la méthode de Newton, quand on veut regarder les équations polynomiales, la seule chose qu'il faut garantir, c'est que dans le corps, il y a les solutions des équations polynomiales. Et donc il appelle le corps henselien un corps dans lequel l'énoncé de la méthode de Newton fonctionne. Et donc il n'y a pas forcément besoin d'être complet. Si vous prenez les éléments de Q5 qui sont algébriques sur Q, ça vous fait un corps qui est moche pour le point de vue topologique, mais du point de vue de l'algèbre et des équations polynomiales, il est très bien. Et ils appellent henselien. Et donc, en ce cas-là, on peut faire la variante du corps de Puiseux suggéré par Claude, c'est prendre le corps des fractions des séries formelles convergentes, enfin de rayons de convergence, des séries entières de rayons de convergence strictement positifs. Et le même théorème marche avec la même preuve, c'est-à-dire que si vous avez une équation polynomiale dont les coefficients sont des fonctions analytiques de z, eh ben, quitte à extraire une racine énième de z, vous allez pouvoir résoudre cette équation et les racines seront des solutions convergentes dans un voisinage de l'origine. Donc là, il y a un excellent livre issu d'un cours à l'école polytechnique dans lequel ces choses sont racontées. Je n'ose vous recommander la lecture. Avec des applications arithmétiques en plus derrière. Il est sage de Corol, Pardon, ouais, c'est ça. Ce livre avec un titre bizarre. J'ai tenu bon. Il y a d'autres questions? Je pense qu'on va